Ma formation d'origine est une formation scientifique. J'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles et ensuite je me suis spécialisé en économie et en statistique. J'ai été porté par des questions qui sont liées aux acquisitions de connaissances, en particulier la manière dont une notion progressivement passe du statut de connaissance extériorisée à une connaissance intériorisée. Et au fur et à mesure de mon parcours, les questions d'éducation étaient de plus en plus prégnantes avec ce leitmotiv d'associer le développement intellectuel et l'éducation. Et c'est sur ce thème qu'à l'Université de Genève, le laboratoire IDEA pour instruction, développement, éducation et apprentissage est centré sur les questions d'intervention scolaire et de développement et d'apprentissage, porte ces questions. Parmi les thèmes qui me semblent des thèmes porteurs, il y a la question du développement conceptuel. La question du développement conceptuel me semble extrêmement importante parce que c'est une manière de faire le lien entre la manière dont le monde extérieur est perçu par un élève ou par un apprenant et la manière dont cette perception va se traduire sous forme de notions qui sont des notions potentiellement des notions liées à des savoirs scolaires. Et on reste pour l'instant avec des connaissances très émergentes sur la manière dont les concepts naissent dans notre esprit, dont les concepts se développent, dont les concepts prennent une forme qui est la forme la plus satisfaisante de la connaissance. Pendant longtemps, on a pensé qu'un concept pouvait grosso modo s'assimiler à la connaissance d'une définition. Et les travaux des dernières décennies ont montré que cette approche, qu'on qualifie maintenant d'approche classique ou d'approche définitoire, rendait très peu compte de la structure des concepts. C'est l'idée qu'on a voulu porter dans notre ouvrage sur l'analogie cœur de la pensée. Et l'idée forte qu'on a cherché à développer, c'est le fait qu'un être humain lorsqu'il est en interaction avec son environnement, la seule manière que l'on peut avoir d'appréhender son environnement, c'est en s'appuyant sur nos connaissances du passé. Autrement dit, il y a une valeur adaptative très très forte de faire appel à son expérience pour faire face à toute situation. Et ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire entre la connaissance associée à son passé et la situation extérieure, va être un moteur pour le développement conceptuel parce que c'est en intégrant progressivement les situations nouvelles en relation avec les situations du passé que l'on va développer un système conceptuel qui sera de plus en plus efficient, de plus en plus en phase avec les besoins de l'environnement et dans le champ de l'éducation, de plus en plus en phase avec les notions de la discipline que l'apprenant est en train de chercher à acquérir. Alors, je pense qu'il y a d'excellentes intentions et des idées très fortes qui sont en train d'émerger du domaine des neurosciences. Il me semble qu'il y a encore un pas qui est encore assez peu franchi, justement parce que pour l'instant les connaissances d'imagerie ne nous permettent assez peu d'avoir des éléments concluants dans ce domaine. C'est le champ de la construction des interprétations. Et en général, ce qu'on pourrait appeler le champ de la compréhension. C'est-à-dire que les neurosciences, pour l'instant, sont encore très démunies pour dire les choses simplement, pour identifier le contenu d'une pensée. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle d'acquisition de connaissances, on est en permanence avec ces processus de pensée. Et ces processus de pensée, pour l'instant, on a en fait très peu d'éléments directs pour les appréhender. On doit se fonder sur des indices encore assez pauvre par rapport à la complexité de ce qu'on cherche à observer. J'y vois plusieurs intérêts. Tout d'abord, la place du jeu dans le développement est une question
en particulier en psychologie du développement, qui est une question ancienne et qui est une question qui a donné lieu à une littérature importante et qui montre que dans le développement du jeune enfant, le jeu a un rôle tout à fait central. Et si on prend une perspective plus large sur justement la question des jeux sérieux, on peut voir au moins deux aspects assez forts, peut-être même un troisième. Un premier aspect, c'est que le jeu va encourager une focalisation vers des objectifs. Et on sait de plus en plus que le fait que l'élève ou l'apprenant s'oriente vers un objectif est un facteur favorable pour un traitement plus approfondi des situations et potentiellement des acquisitions de connaissances. Une autre raison, c'est que le fait qu'il y ait des scénarios, que la personne se trouve dans des situations qui s'approchent de situations de la vie réelle, ou en tout cas d'analogues crédibles de situations du monde réel, peuvent, là encore, favoriser la mobilisation de connaissances familières. Et ces connaissances familières sont aussi ancrées dans une certaine réalité, et on retrouve le champ des connaissances sur la cognition incarnée qui ont tendance à montrer que plus une situation est proche d'une situation vécue, meilleur peut être, plus cela peut favoriser certains apprentissages. Et donc cet ancrage, justement, je parlais tout à l'heure du fait que l'idée de réduire un concept à une définition est une idée illusoire, alors que cet ancrage dans des situations proches de l'expérience va être favorable à l'acquisition des connaissances. Et puis un troisième facteur, ce sont les degrés de liberté qui sont introduits par ce champ des jeux sérieux, parce que contrairement à des environnements matériels pour lesquels on est dépendant des contraintes de la matérialité, les jeux sérieux permettent d'envisager des scénarios avec une fluidité, une flexibilité qui permet de s'affranchir de certaines des contraintes de la matérialité tout en conservant un certain nombre de bénéfices. Alors, moi je dirais que je vois sur ces questions d'interdisciplinarité et puis sur les difficultés qui peuvent être rencontrées, il y a d'une part, dans le champ des apprentissages, il y a toujours une tension entre une approche transversale des processus, dans laquelle on va chercher des méthodes qui soient un peu, on va dire, adisciplinaires, en s'interrogeant sur une approche suffisamment transversale pour ne pas être dépendante des contenus des connaissances transmises, et à l'inverse, des approches beaucoup plus disciplinaires qui considèrent qu'on ne peut pas se poser une question de connaissance sans savoir la nature de la connaissance que l'on cherche à transmettre. Et c'est un croisement assez classique entre par exemple les différentes didactiques et puis les différentes disciplines contributives aux sciences de l'éducation. Et il me semble que cette difficulté est une difficulté à la fois intrinsèque aux questionnements qui sont soulevés et en même temps qui représente un défi très important pour le futur du développement des connaissances en sciences de l'éducation et dans le e-learning, parce que les deux ne peuvent pas se concevoir de façon indépendante, et donc il y a clairement un besoin d'interaction entre ces approches. Donc ça me semble un aspect central. Et puis une autre difficulté très importante, c'est qui touche en général la question des intelligences artificielles, c'est dans quelle mesure est-ce que les intelligences artificielles sont parvenues à réellement simuler une pensée humaine. Et mon impression actuelle, c'est que très souvent, on a l'apparence de pensée humaine, mais la réalité des processus en œuvre est beaucoup plus superficielle que ce qu'elle laisse avoir. Et donc, il y a un défi aussi de grande envergure. Pour le dire en deux mots, les machines, pour l'instant, ne comprennent rien. Et le défi de rendre une machine en mesure de comprendre est un défi qui, pour l'instant, est loin d'être atteint. Il me semble qu'une raison importante de ces réticences tient du fait qu'on a beaucoup mis l'accent sur les ruptures induites par le numérique, et qu'on a
parfois des expressions comme la fracture numérique, la révolution numérique, qui laissent penser qu'on a quasiment changé d'ère et que cette vision est une vision qui incite à une pensée un peu simpliste, dans laquelle on va d'ailleurs soit prendre des postures qui mettent l'accent sur le côté délétère du numérique, avec par exemple les troubles attentionnels, la difficulté du multitasking, les phénomènes d'addiction, la difficulté à traiter les informations de manière approfondie, ou à l'inverse, parfois des prises de position qui un peu où on imagine un monde futur idéalisé grâce au numérique. Et cette vision qui est ancrée sur la rupture me semble trompeuse, et je crois qu'il est au contraire tout à fait intéressant de s'intéresser aux continuités entre les environnements non numériques et les environnements numériques. Et preuve est de cette continuité que le numérique a été pensé par l'être humain, a été construit par l'être humain en s'appuyant en fait sur des environnements qui ne sont pas numériques. Le vocabulaire qu'on utilise en est déjà un signe, hein, quand on parle par exemple d'un bureau, d'une corbeille, de documents, quand on parle de sites, de pages, de menus, etc. En fait, le numérique est une transposition dématérialisée d'un univers matériel, et la plupart des questions qui sont des questions d'éducation restent aussi valables dans un contexte numérique que dans un contexte matériel. Et prendre conscience de la continuité de ces questions me semble extrêmement intéressant pour le futur, pour justement à la fois démystifier et en même temps se donner les moyens d'une avancée rationnelle en se fondant sur à la fois la continuité et puis l'explicitation de questions qui transcendent cette dichotomie matérialité et virtualité. Merci à vous.